Dans l'épisode du jour, vous allez entendre l'histoire d'Élise. Élise, elle est encore très très jeune quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, une annonce brutale qui forcément bouleverse tout, qui fait basculer sa vie du jour au lendemain. Et quand la maladie récidive, forcément, garder espoir devient un combat en soi. Le découragement s'installe, la fatigue aussi, et l'avenir semble plus incertain que jamais. Et puis il y a de nouveaux traitements issus des avancées récentes de la recherche médicale qui ont pu la soigner. Alors pour faire le point justement sur ces nouveaux traitements, pour donner un peu d'espoir, j'aurai la chance de recevoir à la fin de l'épisode le professeur Jean-Emmanuel Bibeau. Et puis tout de suite, je vous laisse avec Élise qui nous raconte son histoire extraordinaire. J'ai grandi dans les Yvelines, dans un petit village de 1500 habitants. J'ai une super enfance, je suis très heureuse. J'ai 2 petits frères, avec qui je m'entends extrêmement bien et on grandit, à la campagne, dans un endroit qui est hyper, serein. J'ai des super amis, c'est une belle enfance que j'ai. Je suis très enjouée. On dit de moi que j'ai beaucoup de joie de vivre, que j'aime la vie et j'aime les choses simples de la vie. J'aime aller à la mer, sortir, voir mes copains, être en famille. Je suis étudiante en école de commerce. Je pars en Erasmus, en Suède, pendant ma 2e année. On est sur un campus, étudiant. Et il y a plus d'une centaine de personnes où je rencontre des Espagnols, des Italiens, tout type de nationalité. Et j'adore ça. On partage la cuisine avec des autres personnes. On a chacun notre chambre. Et j'aime beaucoup ma vie là-bas. Je fais beaucoup la fête. Je suis heureuse d'être en Erasmus. Je suis heureuse d'avoir 20 ans. On sort beaucoup. On va en boîte. C'est super léger. J'aime beaucoup être là-bas, partir pour avoir une vie aussi hors de la France et vivre autre chose finalement. On est à l'automne et je prends une douche. Je me lave les cheveux et en me brossant mes cheveux après la douche, je vois que j'ai une tache blanche qui est sur ma tempe et je ne l'ai jamais vue. Donc je trouve ça bizarre parce que je suis très sensibilisée dans ma famille au cancer de la peau. Donc tous les ans, je vais voir un dermatologue. J'ai été sensibilisée parce que mon père, il vient d'un milieu d'agriculture et on parle beaucoup du cancer de la peau dans le milieu agricole. Et c'est pour ça que depuis tout petit, on est très sensibilisés. On met beaucoup de crème solaire tous les étés quand on va à la mer, en Normandie notamment. Et je décide de prendre un rendez-vous chez une dermatologue. À ce moment-là, je demande à ma mère de prendre un rendez-vous pour moi, étant donné qu'elle est en France. Et j'ai un rendez-vous en décembre quand je rentre pour les vacances de Noël. Je suis déjà allée voir cette dermatologue, donc je la connais déjà. Je vais dans son cabinet, elle regarde cette tache. Bon, elle est pas plus inquiète que ça. Elle me dit c'est un truc de vieux. Donc je la crois, vraiment je m'inquiète pas plus que ça et elle me dit de revenir, à mon retour définitif d'Erasmus en mai, de venir, pour pouvoir me faire retirer cette tache, parce qu'elle n'est pas très inquiète donc ça peut attendre, mon retour. Je repars en Suède, je pense pas à cette tache, juste je vois qu'elle évolue, je vois qu'elle grossit, donc je me dis: «Voilà, il faut la retirer». Je reviens en France en avril. J'ai ce rendez-vous avec cette dermatologue. Elle me retire, elle fait une exèrèse de cette tache et elle me dit: «Revenez dans
dans 2 semaines pour, qu'on puisse retirer les filles. Je suis pas inquiète, je me dis: «Bon, bah, j'ai hâte qu'on m'y retire 2 semaines après, parce que c'est moche, quoi». 15 jours après, je vais chez la dermato, elle me retire les filles, elle a les résultats de la biopsie et elle me dit, «Tout va bien, il y a pas de problème». Je rentre, je suis sereine, je reprends ma vie en fait, rien de spécial et un jour elle m'appelle, du coup elle m'appelle par téléphone et elle me dit, «Bon, finalement, en fait, j'ai pas une très bonne nouvelle, vous avez un mélanome». Et à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est qu'un mélanome, je ne connais même pas le mot, je n'en ai jamais entendu parler. Donc je me rappelle, je suis dans ma chambre en fait et je regarde, sur mon téléphone et en fait, c'est marqué: «Le plus grave, cancer de la peau». Donc mon père et ma mère décident d'aller, chez la dermatologue pour en savoir davantage et la dermatologue, elle leur explique que, elle s'est trompée de patient et que finalement, c'est moi qui ai un mélanome. La suite à Ambroise Paré, c'est qu'il faut de nouveau, faire une exérèse pour que ce soit sûr que tout soit retiré. On fait une biopsie des ganglions sentinelles qui se trouvent, juste à droite de mon cou pour voir, si ça s'est propagé dans le corps et donc heureusement, ça ne s'est pas, propagé, dans mon corps donc c'est une excellente, nouvelle. À ce moment-là, il y a un médecin, le chef de service qui nous propose, que je prenne un traitement pour, éviter le risque de récidive. Enfin, c'est des piqûres, en fait, à faire, tous les 2 3 jours. Cette phase de traitement, elle dure, 1 an. Heu, Au bout d'1 an, moi, je suis en stage à l'étranger. Je suis à Madrid, je commence un stage, en RH. 2 semaines après que je sois arrivée en Espagne, je fais ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë et puis du coup, mon père vient me chercher en urgence, à Madrid. M'avait pas prédit cet effet secondaire et le lendemain, on va à Ambroise Paré, là où je suis suivie, pour le Mélanie. J'arrête mon traitement, en fait, là, je peux plus supporter finalement, je peux plus donc ouais, ils arrêtent mon traitement et j'arrête tout et je reste pendant 6 mois chez mes parents pour me remettre. Pendant 6 mois, c'est extrêmement long. Je repars en janvier 2015, du coup faire mes études, en école de commerce. Je continue ma vie, je suis diplômée de l'école de commerce, je décide de faire un master en RH, à Paris. Je déménage à Paris. Je continue, cette vie, tout simplement. Je pars en Angleterre, aussi pour faire un Erasmus, là-bas. Tout se passe bien, je rentre, je trouve un stage dans une boîte, qui me plaît énormément. J'adore ce que je fais. Je rencontre, des personnes qui sont super donc voilà, je continue en RH, à faire mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin, jusqu'à mes 27 ans. Le mélanome, j'y pense pas du tout pendant cette période, je sais que j'ai eu un cancer de la peau, je le sais, je suis suivie, mais j'y pense pas du tout, je fais ma vie en fait, tout simplement. Et puis un jour, ça bascule, j'ai extrêmement mal au ventre. Petit à petit, cette, douleur arrive, de plus en plus intensément, donc je vais voir ma gynéco qui me dit, «C'est des fibromes, c'est pas grave», donc je lui fais confiance, mais je vois que j'ai de plus en plus mal et il y a une opération qui est prévue pour retirer, ces fibromes et à ce moment-là, c'est le covid, donc je dois faire un test PCR, donc je suis, en train d'attendre dans la queue pour faire ce test-là. Je suis dehors, il y a une énorme queue et tout d'un coup, j'ai super, super mal au ventre et je m'allonge. Je me dis:
OK, ça va aller, je vais pouvoir tenir, attendre mon tour, et cetera, mais j'y arrive pas et je vais voir les personnes, qui sont devant pour leur dire, «J'ai mal, j'ai super mal et j'ai le tort-de-douleur» et à ce moment-là, je leur dis: «Bah, après, calmez-toi, il faut que tu viennes, et bien» et puis ils savaient que, j'allais être opérée aussi à Poissy et donc tout naturellement, ils m'amènent, en voiture. On va super vite jusqu'aux urgences et là, on me donne de la morphine, je me tords de douleur. Ils ont pas le temps de faire beaucoup d'examens avant de faire l'opération puisque j'ai tellement mal qu'en fait, ils disent: «OK, on peut pas attendre, il faut aller, il faut qu'elle se fasse opérer». Je me rappelle plus de combien de temps, dure l'opération. Après, je me réveille et puis on me dit que c'est un peu bizarre ce qu'ils ont pu voir. On m'a retiré, en fait, un ovaire parce qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait. Ils m'en disent pas plus et j'attends les résultats. On retourne 2 semaines après avec mes parents, à Poissy pour avoir les résultats et à ce moment-là, ils disent: «Bah, en fait, c'est une métastase, tu un mélanome». Je comprends pas tout ce qui se passe parce qu'en plus de ça, j'ai de plus en plus de mal à parler, j'ai de plus en plus de mal à marcher, donc je comprends pas ce qui se passe. J'ai C'est après l'opération que de plus en plus, je perds, cette autonomie, on va dire, de mes jambes, du fait de parler. Bizarrement, ça reste complètement flou, cette annonce, du fait que c'est une métastase, à l'ovaire et que du coup, ils ont dû me le retirer et je reviens chez moi et on prend un rendez-vous donc à Ambroise Paré, je suis toujours celui-là là, pour faire un peu l'état des lieux et en attendant, ce jour-là, c'est un lundi, j'arrive plus à parler, j'ai plus de mal à marcher. À ce moment-là, mes parents se disent, «Oh, elle repart». Mes amis viennent me voir, j'arrive pas à parler, en fait, c'est trop dur pour moi et j'attends le rendez-vous le lundi et le lundi, ma mère et du coup ma tante viennent, m'amènent, à l'hôpital et on a rendez-vous avec, la dermato qui m'a toujours suivie et donc on est dans ce rendez-vous, on est dans la salle et elle explique que finalement, bah, c'est un cancer, stade 4 mais elle dit pas le mot, mais elle dit il y a plein de je sais plus, ça me semble aussi flou, mais ma mère comprend tout de suite ce qui se passe et en fait, elle fait un malaise, en fait, elle est pas bien, ma tante qui est derrière, elle est pas bien, elles comprennent tout de suite, ce qui se passe. Et moi, je comprends pas et je lui dis, «Non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas grave, pas besoin de se mettre dans un état comme ça», voilà. Et le médecin me dit: «Bah, il y a une tumeur au cerveau, il y a, la tumeur, elle est dans un endroit qui était sur, justement la parole. C'est pour ça que j'avais du mal à parler et c'est pour ça que j'avais du mal à marcher. Il y a des métastases, aussi aux poumons, aux reins, donc là, c'est très, très urgent. Il faut qu'elle se fasse opérer du cerveau tout de suite». Donc ma tante, ma mère, elle m'amène à l'hôpital, à La Pitié parce que c'est là où ils sont hyper spécialisés. Ils m'ont dit, d'aller là-bas, donc c'est vraiment la panique, dans la voiture. J'appelle ma meilleure amie, je dis: «Bah, oui, bah, je vais à l'hôpital, je vais me faire opérer du cerveau». Elle comprend pas tout, du coup, je lui passe ma mère au téléphone qui m'explique et mais tout le monde est inquiet parce qu'elle a passé des coups de fil et donc là-bas, La Pitié, c'est énorme, on est complètement perdus, on peut pas faire rentrer la voiture, c'est une galère, pour trouver le bon endroit, le bon bâtiment. Finalement, on y arrive
et je refais un IRM pour voir où c'est bien la tumeur, parce que bon, tu fait 1000, ils en refont un. Je vois un chirurgien qui est d'ailleurs très beau, que je trouve vraiment très beau. Et il me dit, voilà, on va vous opérer du cerveau. Et moi, je comprends pas trop, mais en fait, mon souvenir, c'est plutôt que, en fait, il a pas de bague. Je me dis, en fait, il est pas marié. Je sais pas, dans ma tête, c'est tellement le flou. Bref, je dis ça à ma tante en disant, non, mais il est beau et tout, il doit même pas être marié. Je sais pas, je pars dans un truc comme ça, je ne pense pas du tout au fait que je vais me faire opérer d'une opération qui dure peut-être 6 heures, en fait. Je mesure pas la gravité. Pas du tout. Par rapport à mon entourage, je mesure pas du tout ce qui se passe. J'ai tellement mal à la tête, c'est horrible, que tout ce que je veux, c'est qu'on m'opère. Qu'on m'opère le plus rapidement possible, donc j'ai envie d'y aller, mais c'est comme, lorsque j'avais trop mal au ventre, j'avais juste envie qu'on me retire, l'ovaire. Fallait tout retirer. J'avais trop mal, donc je pensais qu'à ça. Et je me rappelle que ma mère m'a dit, «Tu un ange, t'es comme un ange» et elle me redit que j'étais très bête et puis, voilà, je me fais opérer pendant 6 heures, pendant la nuit. Je me fais opérer de la tumeur. Je me rappelle à mon réveil que, il y avait une infirmière, qui était là et je voulais partir. Je voulais partir, j'avais plein de fils, sur moi, j'étais perfusée de partout, mais en fait, je voulais partir. Donc j'essayais de retirer tout ce que j'avais sur, les bras, les mains, enfin tout et elle m'a disputée, elle était pas contente, et j'étais énervée et j'ai un très, très mauvais souvenir du réveil. Il y a le chirurgien qui m'a opérée qui revient vers moi et qui me montre sa montre et qui me dit: «Qu'est-ce que c'est?» Je suis incapable de dire le mot. Je suis incapable de dire que c'est une montre. Je le sais dans ma tête, je sais que c'est une montre, mais je n'arrive pas à dire le mot. Il m'a dit que c'était une zone du cerveau qui touchait à la parole, donc c'était normal, c'est à mon réveil. Je ne pouvais pas dire les mots, mais ça paraît tellement étrange de se dire qu'on a perdu les mots. C'était dur. Il m'explique, à ce moment-là, non, il faut juste que je rassure, ma mère, donc il me passe, ma mère au téléphone et j'arrive à dire, «Maman, maman» et j'entends qu'elle pleure, à l'autre bout du fil, parce qu'elle entend que je suis en vie, en fait, parce que c'était une opération et bah, le cerveau, c'est grave, en fait. Au vu de la situation, on va se parler, le médecin veut absolument que je commence l'immunothérapie le plus rapidement possible. Ils me disent que c'est le traitement à faire, qu'on retire toutes les métastases. C'est une double immunothérapie que je dois faire toutes les 3 semaines et je dois faire des analyses de sang très très régulièrement pour voir les bénéfices-risques à continuer ce traitement. Je me rappelle, on m'a dit dans une salle où j'étais toute seule au bout d'un couloir. Euh, elle est très, très sympa comme médecin. Elle est très compréhensive. Elle parle doucement. Elle est super. Et elle m'explique ce qui va se passer. Et moi, j'ai peur de vomir. J'ai extrêmement peur de vomir depuis que je suis toute petite. C'est une grande phobie que j'ai. Du coup, je lui demande mais est-ce que je vais vomir? Est-ce que je vais vomir? Et elle dit, «C'est possible, il y a des possibilités de l'oser et cetera, donc j'ai plus peur de vomir que de mourir». Ils me disent que c'est vraiment le meilleur traitement mais que tout le monde n'y répond pas. C'est celui qui, quand il marche le mieux et on m'explique que plus j'ai d'effets secondaires et plus l'immunothérapie fait effet.
Je prends ce traitement pendant 1 an et demi. J'ai beaucoup d'effets secondaires, j'ai des plaques rouges énormes sur la peau. Je maigris beaucoup parce que je peux plus beaucoup manger, j'ai pas faim, j'ai des nausées, j'ai 41 de fièvre. Et au bout de 3 mois, on voit déjà l'effet de l'immunothérapie et les métastases qui rétrécissent petit à petit. Aux poumons, aux reins, rétrécissent beaucoup. Et je suis très contente. Je réalise pas trop encore une fois, mais je suis contente. Je me dis que ça marche et que j'ai pas besoin de prendre d'autres traitements. Mes amis sont très heureux pour moi, tout le monde est super content. Aussi, je suis contente, je subis quand même, hein, mais toujours les effets du traitement, mais je suis contente. Un an et demi après, on m'annonce que je suis en rémission. C'est assez drôle parce que en fait, c'est un interne qui me le dit. C'est qui vient et qui me dit: «Bon, bah, c'est bon, là, il y a plus rien, en gros». Et moi, je réalise pas, je comprends pas ce qui se passe, parce que j'ai jamais vu cet interne. Et je me dis: «Il s'est trompé, de patient». Je sais pas, je comprends pas, en fait. Je me dis: «C'est pas ce qui se passe». Et en fait, le médecin qui me suit depuis mes 20 ans vient et me dit: «Oui, vous n'avez plus de métastases». Et là, je pleure, ma mère pleure, tout le monde pleure, est super heureux, et j'ai 28 ans et on me dit que finalement, je vais vivre encore. Je dis au médecin: «C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'elle me pouvait me faire». Je suis très contente. Après, ce qui se passe, c'est qu'on me dit que je peux arrêter l'immunothérapie, mais j'ai trop peur de retomber malade. Donc je décide de continuer pendant 6 mois, l'immunothérapie. Heu et en fait, je décide d'arrêter parce que je vais faire mon IRM de contrôle dans un endroit, hem, où je vais régulièrement, et en fait, je vois quelqu'un avec un masque, mais ses yeux me disent quelque chose, je sais pas pourquoi, mais cette personne, elle me dit quelque chose, et j'attends et je regarde, et je pars faire mon examen, je reviens, et cette personne me dit: «J'étais là à votre opération, opération du cerveau, en fait, j'étais là à la Pitié». Et je comprends que je l'ai vu, en fait, et en fait, il se met à mon niveau, je suis assise, en fait, donc il se met, à mon niveau, et il me dit, je suis tellement heureux de vous voir, et vous êtes là». Et du coup, je suis super émue, du coup, j'ai les larmes aux yeux et je dis: «Bah oui, je suis toujours là». C'est un moment, je me rappellerai toute ma vie, parce que, c'est à partir de ce jour-là où j'ai décidé d'arrêter, l'immunothérapie. Je me suis dit: «C'est un signe», je crois beaucoup dans les signes, et l'immunothérapie, clairement, elle m'a sauvé la vie, et ça y est, j'ai vu cette personne, la page, peut être tournée finalement. Ça fait 3 ans et demi que je suis en rémission. Au départ, c'était des bilans tous les 3 mois, et depuis juin, comme ça fait 3 ans, je fais tous les 6 mois. Aujourd'hui, à cause de ce cancer, j'ai des séquelles. Je suis épileptique, donc c'est un long parcours aussi pour trouver le bon traitement, le bon médecin. Aujourd'hui, je suis stabilisée. J'ai fait beaucoup de crises, mais la dernière que j'ai faite, c'est depuis mars 2024. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Et c'est incroyable parce que j'en ai beaucoup fait. C'est très, très impressionnant de faire les épilepsie. C'est pas grave, mais c'est très, très impressionnant. La rémission c'est très difficile pour moi, le après cancer.
quand j'étais malade, j'étais un petit soldat, je faisais ce qu'on me disait, on me disait: «Quel examen, telle date», je faisais tout ce qu'on me disait et après, tout le monde a continué sa vie, tous mes amis, voilà, travaillent, ont progressé aussi et moi, je me sens tellement seule, je me sens tellement perdue, je me sens tellement triste. Je suis perdue, je sais pas ce que je veux faire. Hem, oh, je tombe en dépression totalement après la maladie, en fait et je décide de reprendre les études pour devenir patiente par télér. Donc je reprends, des études à la Sorbonne, université, à l'université des patients où, j'apprends beaucoup de choses pour être, dans l'échange avec les patients, avec les aidants, avec le personnel, soignant et à ce moment-là, il y a, une des personnes qui dit, «On est guéri mais pas rétabli» et en fait, cette phrase, pour moi, elle résonne mais tellement parce que tout l'entourage est tellement heureux quand on met en émission, mais je me sentais, enfin, pas en rémission finalement, donc c'était trop dur pour moi et c'est dur pour moi de que tout le monde soit si heureux et que moi, je me sente si triste. J'essaie de faire des choses que j'ai jamais fait, de faire de la comédie musicale, de chanter alors que j'ai jamais chanté, de faire, de l'impro parce que ça, c'est quelque chose aussi où on se lance, on sait pas ce que ça va être, mais c'est un challenge et du coup, je rencontre plein de nouvelles personnes, et à côté, je vais voir des associations pour savoir, ce qu'ils proposent. On m'a pas proposé pendant que j'étais malade, des soins de support, mais finalement, je vois qu'il y a plein de choses qui peuvent être proposées à des patients et je suis prise, dans un institut où, j'apprends enfin, je fais de la danse, je fais des cours de cuisine pour bien m'alimenter, c'est un peu ces années de rétablissement pour moi de faire, ouais, de l'impro, de la comédie musicale et de suivre ce programme pour me rétablir. Aujourd'hui, cette phase de dépression, elle est totalement, terminée, je reprends une vie, normale, je retravaille et j'en suis tellement heureuse. Je travaille, à l'hôpital où j'aide les patients, j'aide, les soignants aussi, je me sens vraiment à ma place et ça fait tellement longtemps que je me suis pas sentie à ma place. Cet, événement de vie a tellement été énorme que, moi qui étais en RH et totalement changé de voie professionnelle, ça n'aurait pas été le cas si je n'étais pas tombée malade. Donc en fait, non, ça a été un énorme, c'est plus qu'un chamboulement, ouais, c'est un changement de vie total. Et aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, je suis super heureuse. Franchement. C'est dur pour moi, après cette phase-là, de me dire: «Je vais rencontrer quelqu'un». J'ai eu peur. J'ai peur, je me dis: «Je vais plus rencontrer personne», sachant mon histoire de vie, sachant que je peux retomber malade. Je me dis: «Mais personne va vouloir de moi, en fait, j'ai trop un boulet derrière moi avec le cancer stade 4». Enfin, je me dis: «Je vais faire fuir tout le monde, en fait, c'est pas possible». Et finalement, je tombe sur quelqu'un, qui m'aime bien et qui prend soin de moi et dont je suis très, très amoureuse et il est très amoureux aussi. Je l'ai rencontré sur une application, tout simplement, on se donne rendez-vous à un bar et tout de suite, ça marche bien, à le premier date, on danse dans la rue, on s'amuse tout de suite, on rigole beaucoup, beaucoup et on se voit de nombreuses fois et je décide d'en parler avec lui, parce que c'est mon histoire aussi, pour qu'il comprenne mieux qui je suis et en fait, quand je lui dis ce qui m'est arrivé, il est là, «Bravo». Il a pas les mots et il dit juste: «Bravo» et je lui demande: «Mais ça te fait pas peur, en fait?» Il dit: «Bah, non, tu sais, tout le monde peut tomber malade»
Et j'avais jamais pensé à ça comme ça. J'ai jamais pensé à ça, en fait. Là, on emménage ensemble, on vit ensemble et ouais, on a plein de projets et je suis très heureuse avec lui. Aujourd'hui, j'adore la vie, je profite encore plus des instants présents. J'ai eu des mariages cette année et quand je suis au mariage de cette amie avec qui je suis très, très proche, je vais un peu plus loin quand il y a la soirée avec, la musique, tout le monde est un peu dans son monde et moi je m'écarte et je vais dans le grand jardin et je regarde le ciel et je dis, «Merci. Merci de faire en sorte que je vive encore ce type de d'événement». La joie, aujourd'hui ma meilleure amie m'a appris qu'elle venait d'accoucher, d'une petite Roby et je suis trop heureuse d'être présente pour ce moment. Parce que si j'avais pas eu l'hypnothérapie, si j'y avais pas répondu à ce traitement, clairement aujourd'hui je ne serais plus là et je pourrais pas vivre ces petits instants, de vie qui sont, juste, incroyables, quoi. Donc j'adore la vie et je remercie, je ne sais pas qui, de m'avoir donné cette chance-là, d'avoir, la chance de vivre, parce que je sais que c'est une chance et qu'il y en a beaucoup qui n'y répondent pas. Et c'est pour ça que je veux que la recherche, elle avance encore pour que toutes ces personnes qui malheureusement n'ont pas répondu à ce traitement, bah, qu'ils trouvent un autre traitement pour continuer à vivre ces histoires, puissent continuer à aimer et à vivre, à fêter la vie et j'ai beaucoup de chance et je remercie, je ne sais pas qui fait que je suis encore là aujourd'hui et que je peux aussi expliquer tout ça, ici. Bonjour professeur Jean-Emmanuel Bibeau. Bonjour. Merci d'être dans ce podcast. Alors vous êtes oncologue, radiothérapeute à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, professeur en oncologie, radiothérapie à l'université de Paris-Cité. Vous êtes l'auteur de 2 livres que j'ai adorés, dont on va vous mettre les références dans la description de l'épisode. C'est 2041, l'Odyssée de la médecine, c'est ici. Et puis Cancer confidentiel, des secrets d'hier aux révolutions de demain. Les 2 ouvrages sont chez Équateur. Je voudrais déjà qu'on essaye de comprendre, nous néophytes, comment se passe la formation des cancers. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi, à un moment, il y a une bascule entre une cellule saine et une cellule cancéreuse? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est pas un seul événement qui fait qu'on bascule de non cancéreux à cancéreux au niveau cellulaire. C'est vraiment une accumulation d'événements différents et qui vont avant tout se produire au niveau de l'ADN. Il faut savoir qu'une cellule cancéreuse, on considère à peu près qu'elle a accumulé entre 50 et 100 mutations d'ADN. Et en C'est fait, pour ça que les cancers arrivent plutôt chez les personnes âgées? C'est parce qu'il faut ce temps-là aussi? exactement, même si on en a parlé, hein, assez récemment, malheureusement, l'épidémiologie du cancer est en train de se modifier également et qu'on réalise également qu'il y a de plus en plus de jeunes. Et alors quand je parle de jeunes, en général, c'est, des jeunes, adultes, mais aussi, Mmh. des gens aux alentours de 30 et de 40 ans. Des gens qui avant n'avaient pas, vraiment de maladies de ce type-là, des gens qui d'ailleurs ont des hygiènes de vie, très, très bonnes et qui malgré ça développent des maladies. Et donc pour en revenir à la «genèse» entre guillemets de ce que c'est qu'un cancer, en fait, on accumule sans cesse des mutations génétiques, hein, liées à notre exposition environnementale, à ce qu'on consomme, ce qu'on mange, et cetera, et cetera. Et en fait, ces mutations sont, corrigées tous les jours, par, des mécanismes cellulaires, des enzymes que l'on a, normalement, naturellement et qui vont corriger ces anomalies. Parfois, malheureusement, eh bien, ces enzymes sont entre guillemets «saturées», il y a trop d'anomalies, on peut plus les corriger et en plus, ces cellules, qui deviennent à ce moment-là, entre guillemets «immortelles», échappent à un deuxième contrôle qui est le contrôle du système immunitaire. Puisque même normalement les cellules qui sont, anormales,
elles sont repérées par notre propre système et éliminées en Donc, en permanence. gros, il y a les enzymes qui sont les premiers, la Gardien, première armée, ouais. et ensuite, il y a le système immunitaire qui repasse derrière. Exactement. Et donc, il y a sans doute peut-être encore d'autres systèmes qu'on ne connaît pas encore parfaitement. Mais le fait que tous ces différents systèmes soient défaillants les uns après les autres, presque en même temps, à la fin, fait qu'une cellule va devenir, entre guillemets, immortelle et échapper au contrôle C'est ça. normal du C'est un peu système. comme un crash d'avion. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'un crash d'avion n'a jamais une seule raison. C'est Ouais. une addition, en fait, de raisons. Ça va Ouais. être un problème de météo, le Mm. système hydraulique d'un moteur qui se casse et un mauvais pilote. Et puis là, on a quand même 3 paramètres qui font qu'on risque le Ouais, crash, quoi. exactement. C'est l'accumulation de différentes choses qui fait Voilà, c'est qu'on ça. on a ça. L'accumulation, c'est très Mm. important, Mm. ce que vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, on guérit certains cancers? Et j'entends par là guérir vraiment, parce que moi, j'ai beaucoup entendu qu'en fait, on pouvait obtenir des rémissions, mais qu'on avait en permanence un coup près au-dessus de la tête, quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment dans sa vie, on n'est pas guéri, mais Ouais, non, mais on peut se dire sans aucune mauvaise foi que oui, on guérit complètement certains cancers. La deuxième chose, c'est que en réalité, il n'y a pas le cancer, c'est pas une seule maladie. Enfin, déjà sur le plan des organes, c'est plusieurs dizaines de maladies, et puis sur le plan moléculaire, là pour le coup, c'est sans doute plusieurs centaines de maladies. quand vous dites sur le plan moléculaire, Parce que par c'est-à-dire? exemple, vous pouvez avoir un cancer du poumon Mmh qui va être par exemple muté au niveau du gène de l'EGFR, mh. et ça va pas être le même cancer que celui qui ne sera pas muté. D'accord. Et donc, vous avez sans doute, on connaît déjà pas mal d'entités comme ça de façon très intime, très précise, mais en réalité, sans doute qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anomalies différentes qu'on ne connaît pas encore. Et toutes ces anomalies correspondent à finalement un cancer différent qui devra un jour être traité différemment. Donc, je reprends l'exemple du cancer du poumon EGFR muté. On a de nos jours, enfin ça fait une dizaine d'années, un peu plus, des médicaments, donc des thérapies ciblées, qui vont spécifiquement cibler cette anomalie-là et qui ont révolutionné complètement le pronostic de ces patients-là. Et donc, sans doute que dans les années qui viennent, on peut espérer qu'on trouve d'autres anomalies et qu'on arrive aussi à les cibler de la même manière. Donc, en fait, il n'y a pas 10, enfin, il n'y a pas une centaine de cancers, ou etc. Mais il y en a énormément de différents, et sans doute qu'il va falloir les traiter de façon différente. Et là, si je vous dis ceux qu'on soigne, ceux qu'on est sûr de pouvoir soigner. Alors, premier exemple qui est vraiment frappant, c'est toutes les maladies les cancéreuses pour les enfants. Mmh. Maintenant, c'est quasiment 90% de guérison, hein. Donc, Les leucémies, par les exemple, leucémies, même les les tumeurs myéloïdes. cérébrales, absolument. Et donc, bon, évidemment, c'est pas suffisant, puisqu'il reste 10% malheureusement d'enfants qui sont pas guéris, mais on tend vers le 100%. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle quand même. Et ensuite, sur les autres types de cancers, par exemple chez l'adulte, il y a énormément de maladies type cancer de la prostate, que l'on guérit parfaitement bien. Les cancers du sein peuvent aussi être guéris, etc., etc. Tout l'enjeu pour ces différentes maladies-là, ça va être de savoir à quel moment on en fait le diagnostic. Alors, on en parlera un petit peu peut-être aussi Bien sûr. par rapport au dépistage. Et donc, le message, c'est que certaines maladies, lorsqu'elles sont dépistées suffisamment tôt, on peut totalement, effectivement, les guérir. Et là, on peut parler vraiment de Oui, parce guérison. que vous expliquez très très bien dans votre livre qu'aujourd'hui, il y a un temps de latence qui est énorme entre le moment du diagnostic et le moment du traitement. Est-ce que la prise en charge, vous trouvez qu'elle a évolué depuis 50 ans, on va dire? Alors, oui, la prise en charge elle a beaucoup évolué, heureusement dans le bon sens. Je pense qu'on pourrait sans doute faire beaucoup mieux. Il y a déjà pas mal d'initiatives dans certains hôpitaux où, par exemple, on va venir le matin à l'hôpital et on va faire l'intégralité du bilan d'un cancer en une seule journée. Donc ça a déjà été des révolutions, hein. C'est-à-dire que si vous aviez une suspicion, je prends l'exemple du cancer du sein, suspicion de cancer du sein sur une mammographie, vous venez dans certains hôpitaux, à la fin de la journée, on vous a fait la biopsie, le scanner, tout ce qu'on fait d'habitude et qui parfois, malheureusement, peut prendre plusieurs semaines. Là, on fait tout en une journée. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses de ce genre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des innovations médicales, c'est des innovations d'organisation des soins. Mmh. On peut avoir tendance à trouver ça un peu moins sexy que la dernière molécule, etc. Mais en fait, en tant que tel, c'est extrêmement important. Mais en moyenne, après un diagnostic de cancer du sein, quand est-ce qu'on reçoit son premier traitement aujourd'hui, Là, c'est en un peu difficile à 2025? dire parce que ça dépend du type de traitement que vous allez avoir. Donc, un cancer du sein, ça peut être traité directement par chirurgie, ou alors ça peut aussi nécessiter une chimiothérapie avant la chirurgie, ce qu'on appelle néoadjuvant. En général, c'est entre le moment où on a la biopsie positive et le début du traitement, ça va être entre 10 et 15 jours dans un centre normal. Et il faudrait que ce soit amélioré, ça, à votre avis? Dans le meilleur des cas, il faudrait pouvoir commencer le traitement presque Tout de dès suite, qu'on quoi. a la réponse. Mmh. Mais vous savez, je prends l'exemple de la biopsie.
Quand on fait une biopsie, c'est-à-dire la biopsie, c'est de prendre un petit morceau de la tumeur pour l'analyser sous microscope. Alors, en fait, il y a beaucoup d'étapes de préparation de cette biopsie-là. On ne regarde pas le petit morceau qu'on a pris directement sous microscope. On va le Faut le fixer, cultiver. on va le fixer, on va le colorer, etc. Et ensuite, on va pouvoir le regarder. Et donc, toutes ces étapes-là, à l'heure actuelle en tout cas, on ne peut pas forcément toujours les Ouais. compresser énormément. Je voudrais qu'on parle un peu des machines, les IRM, les scanners et tout. Aujourd'hui, par exemple, on peut, le scanner ou l'IRM peut trouver une tumeur de combien de millimètres? Alors, bah, Au minimum. Est-ce qu'on peut c'est trouver, par exemple, une tumeur de 1 millimètre? on pourrait la visualiser, sans doute plus sur certains, scanners, mais la question subsidiaire, c'est que quelque chose qui fait 1 millimètre, en réalité, c'est peut-être pas, évidemment un cancer et même si c'était un cancer, c'est pas évident que, l'intérêt de le trouver quand ça fait 1 millimètre, existe. On admet en général qu'on va commencer à s'intéresser, je prends l'exemple du nodule Oui, pulmonaire, on va commencer à s'intéresser à ce que ça peut être à partir de 10 millimètres, ce qui est déjà tout petit en fait, hein. c'est ça. Et donc c'est à partir en général de 10 millimètres qu'on Et dans va le sein, c'est commencer, pareil? dans le sein, c'est non, c'est un peu plus petit que de 10 millimètres, mais il y a dans le sein d'autres critères qui sont pas uniquement liés à la taille, qui sont par exemple des critères de présence de micro-calcification ou d'autres choses pour, faire une biopsie ou pas. Est-ce qu'on peut aussi voir un cancer dans une prise de sang? Parce que moi, je sais que comme je suis complètement, hypocondriaque, j'ai fait récemment les marqueurs tumoraux. Est-ce que ça vaut quelque chose, ça, ou pas? Alors, il y a plusieurs choses. 1re, chose, sur une prise de sang, certains types d'hémopathie maligne, donc type, leucémie par exemple, on peut les diagnostiquer, donc sur une prise de sang et ensuite pour les tumeurs dites solides, donc c'est toutes les autres, hein, cancer du côlon, poumon, Ouais. sein et cetera, la réponse est un peu plus contrastée, et en plus elle est en pleine évolution et la 2e chose qui est un peu plus moderne que des marqueurs, on va dire biochimiques, c'est notamment tout le domaine de la recherche sur, l'ADN circulant. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand on a, en fait un cancer, eh bien, en permanence, les cellules cancéreuses, elles se renouvellent, elles meurent, elles sont éliminées par le système immunitaire et lorsqu'elles meurent, elles relarguent de l'ADN tumoral dans le sang. Et en fait, maintenant, on a des techniques qui permettent de, voir si vous avez de l'ADN tumoral dans le sang ou pas et de le quantifier. Mais ça, c'est déjà utilisé dans Ça, les c'est déjà utilisé, notamment, pas mal, aux États-Unis. c'est C'est ça, surtout utilisé pour faire du suivi de patients après le pour traitement. les récidives? Exactement. Typiquement, le cancer du côlon, notamment aux États-Unis, il y a des centres qui vont dépister une récidive, de façon très, très, très précoce parce qu'on va voir dès qu'il y a un tout petit peu d'ADN tumoral circulant qui refait son apparition après le traitement et donc c'est un champ, on va dire, qui est en train d'exploser et qui va, je pense, révolutionner le diagnostic et aussi révolutionner le suivi des patients. Je voudrais qu'on fasse un point sur les traitements parce que, dans le témoignage, Élise a beaucoup parlé de l'immunothérapie. Alors, c'est quoi l'immunothérapie? Alors l'immunothérapie, on va dire, il y a plusieurs types d'immunothérapie. Celle dont on parle le plus souvent actuellement, c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs, de, certaines voies immunitaires, notamment le PD-1 et le PDL-1, par Ouh là exemple, là! ou le Alors ça, c'est quoi ça? CTLA-4. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai dit au tout début que, pour qu'une maladie, un cancer puisse se développer, il va avoir tendance, à, devoir inhiber le système immunitaire du patient, de «son hôte» Voilà, entre il guillemets. doit l'annihiler, Il quoi. doit le mettre un peu en «silencieux» entre guillemets. Il doit le mute, parce que si le cancer ne mute pas le système immunitaire du patient et ben le système immunitaire va Il va réussir le détruire. à le exactement et donc l'idée de l'immunothérapie telle qu'on l'entend, un peu moderne de nos jours, c'est de lever cette capacité du cancer à inhiber le système immunitaire et ça, c'est, des vraies révolutions dans pas mal de maladies différentes. C'est-à-dire que en fait, les cellules cancéreuses peuvent plus être discrètes. Elles peuvent plus réussir entre guillemets à arrêter le système immunitaire naturel du patient. Élise, elle a parlé de double immunothérapie. Oui, C'est donc, quoi la différence? alors, en fait, l'immunothérapie, il y a plein de molécules différentes. Je disais tout à l'heure, il y a les anti-PD-1, les anti-CTLA-4. La double immunothérapie, notamment dans le cancer, dans les mélanomes, c'est une association justement de 2 molécules qui vont aller cibler le PD-1 et le CTLA-4. Ça marche très, très bien l'immunothérapie justement pour, les cancers de la peau, pour les mélanomes. Est-ce que ça marche pour tous les cancers aujourd'hui? Alors, ça ne marche malheureusement pas pour tous les cancers et on ne le comprend pas toujours très bien. Il y a pas mal d'exemples où ça marche bien. Donc, il y a vraiment l'exemple Poumon emblématique, aussi, non? c'est voilà, le mélanome et le poumon, c'est vraiment les 2 principaux. Il y a aussi le cancer du rein où ça marche bien, mais il y a malheureusement aussi d'autres types de cancers où ça marche un peu moins bien. Je parle une fois de plus, par exemple, du cancer, de la prostate où ça marche pas très, très bien. On ne sait pas Et on trop ne sait pas pourquoi. pourquoi. On ne sait pas encore trop pourquoi. Probablement parce que ce sont des maladies qui sont relativement
peu immunogènes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de tendance naturelle à induire une réaction immunitaire. Et donc, D'accord. comme elles n'induisent de toute façon pas vraiment de réaction, le fait que vous le désinhibiez, ça change rien, entre Voilà. guillemets. C'est pas le bon combattant, quoi, Et le l'autre, système immunitaire. les 2 autres exemples, malheureusement, où l'immunothérapie n'a pas révolutionné les choses, alors qu'on en aurait bien besoin, c'est les tumeurs cérébrales, donc typiquement les glioblastomes, Mhm. où ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas eu de vrais progrès thérapeutiques, malheureusement. Donc, c'est des maladies assez redoutables. Et la deuxième, c'est le pancréas. Ouais. Pareil, l'immunothérapie marche pas très bien et c'est aussi un problème parce qu'on a du mal à trouver des traitements qui améliorent les choses et qu'en plus, le pancréas touche des patients de plus en plus Donc jeunes là, et pour ces nombreux. maladies-là, c'est la chimio? Actuellement, le traitement premier, c'est la chirurgie Oui. quand elle est possible. C'est vraiment, C'est pas voilà. toujours le cas pour le pancréas? C'est pas toujours le cas pour le pancréas, ni même d'ailleurs pour le glioblastome, pour certaines tumeurs cérébrales. Et puis ensuite, ça peut être des associations soit de radiothérapie seule ou avec chimiothérapie, soit de chimiothérapie seule. Elles ont évolué, les chimiothérapies, aujourd'hui? Est-ce que, ça fait, je sais pas, 50 ans qu'on utilise les mêmes ou est-ce que Alors, ça s'est affiné? si on parle de chimiothérapie pure, donc vraiment des agents cytotoxiques, ce sont les mêmes, sauf qu'elles ont été, entre guillemets, optimisées et surtout, elles ont été associées, entre guillemets, dans des espèces de cocktails de Mmh. chimiothérapie. Je prends encore l'exemple du pancréas, par exemple. On a un cocktail de chimiothérapie qui est beaucoup plus efficace que d'autres chimiothérapies qu'on utilisait avant. Donc, les progrès ont quand même été faits, on va dire, plus sur la façon dont on s'en sert, mais les molécules, elles n'ont pas évolué au-delà de ce dont on vient de parler, type immunothérapie, etc. Alors l'immunothérapie, moi j'ai entendu que ça avait quand même des gros effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a des patientes, par exemple, qui ont un cancer du sein et qui hésitent à prendre, leur immunothérapie dans certains Mm, cancers, mm. justement parce qu'il y a des effets secondaires, très durs. Oui, donc les effets secondaires de l'immunothérapie, on les comprend relativement facilement. C'est quand, comme on libère entre guillemets le système immunitaire, et ben on peut avoir des formes de réactions auto-immunes, presque qui peuvent s'apparenter à certaines maladies C'est auto-immunes ça. et qui peuvent toucher n'importe quel organe. Donc ça peut faire une thyroïdite, ça peut faire une colite, c'est-à-dire une inflammation du côlon, ça peut faire toutes sortes d'inflammations qui sont liées à l'immunothérapie. Dans la majeure partie des cas, on va arrêter l'immunothérapie temporairement. On va attendre que les choses se passent mieux. Si par exemple vous avez une hépatite, c'est-à-dire une inflammation du foie, on va vérifier que vos enzymes hépatiques sont en train de bien diminuer. On va éventuellement faire des traitements anti-inflammatoires, par exemple des corticoïdes. Et puis ensuite, on va chercher à recommencer l'immunothérapie parce que Parce que sinon c'est à vie, idéalement, c'est ça? Tous les alors, patients vont la prendre à vie? certaines immunothérapies, on va dire la majeure partie des immunothérapies, sont effectivement des traitements qu'on va dire à vie. Parfois, dans certains cas, on peut chercher à les arrêter temporairement et à les reprendre dans d'autres situations. Mais c'est vrai que la plupart des immunothérapies sont en général à vie. En dehors de l'immunothérapie, enfin, j'ai entendu parler du vaccin contre le Ouais. cancer. Qu'est-ce qu'il y a comme piste thérapeutique Alors, aujourd'hui qui pourrait nous faire dire un jour, c'est sûr, quel que soit le cancer, même un cancer du pancréas, on pourra le guérir? il y a heureusement beaucoup de pistes thérapeutiques différentes. Il y a effectivement le vaccin C'est quoi ce antitumoral. vaccin? Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais une des façons les plus prometteuses, ça consiste à prendre un morceau de la tumeur du patient, à la séquencer et ensuite à synthétiser un vaccin à ARN, un peu comme ce qu'on a fait pour le Covid, mais spécifique de la tumeur du C'est patient. ça, on a dit tout à l'heure, c'est un cancer par patient Voilà. Et qui donc, on ressemble pas à va un autre. induire une réponse Ça, c'est immunologique chez fantastique, ce ça. patient-là, spécifique de cette maladie-là. Mais c'est quand ça, Et c'est professeur? pas encore tout de suite. Hein, Mais c'est quoi pas tout de suite? je pense que ça va Je serai être encore vivante? oui, je pense, entre 5 et 10 ans, à mon avis, on aura les premiers résultats de ça. Oh, ça serait tellement bien. Donc, il y a ça, il y a d'autres choses, Mais notamment. attendez, je vous arrête 2 secondes sur l'idée de vaccin. Pour Oui. moi, un vaccin, ça se fait avant d'avoir la maladie. C'est ça que je comprends pas. Non, mais justement, là, en fait, on dit vaccin un peu par abus de langage, mais C'est ça. c'est plus, on va se C'est un stop, servir. quoi. C'est un stop, enfin, c'est une sensibilisation du système immunitaire à une maladie donnée. D'accord. Parce qu'en réalité, on part du principe que, comme on l'a dit un petit peu au début, le cancer va chercher à échapper au système immunitaire et que donc là, on cherche à le remettre devant le système immunitaire du patient en synthétisant justement cet ARN. Alors, il y a donc le vaccin, il y a d'autres, Il y a pistes? un champ qui est vraiment en pleine explosion, c'est la radiothérapie interne vectorisée. Alors, What's that is? c'est pas nous c'est pas les radiothérapeutes qui le font. En général, c'est les médecins nucléaires. En fait, ça consiste à injecter des molécules qui vont avoir les capacités de se fixer de façon très précise sur les maladies, enfin sur le cancer, et qui vont délivrer des très fortes doses de rayonnement, mais sur des tout petits volumes. Et ce qui vont aussi avoir l'avantage de pouvoir aller partout. La C'est radio- pas déjà utilisé ça pour les cancers de la prostate? Absolument, c'est déjà utilisé pour les cancers de la prostate. Oui.
Mais c'est pas le traitement par défaut en France, par exemple, alors que j'ai cru comprendre que ça l'était en Allemagne. Alors, enfin, pour la prostate, c'est vraiment pas le traitement par défaut. Pour le coup, enfin, si vous avez un cancer localisé, le traitement par défaut, c'est la chirurgie ou la radiothérapie. Si vous avez une maladie métastatique, le traitement par défaut, en général, c'est plutôt une double hormono. Bon, on va parler un peu des thérapies de demain, parce que dans votre livre, vous parlez beaucoup d'IA. En quoi l'IA va révolutionner la prise en charge des cancers alors? Vaste Vaste question. question. Elle a déjà commencé à la révolutionner en réalité, hein. C'est vrai qu'on parle, il y a un petit paradoxe parce qu'on parle beaucoup d'IA dans les journaux, etc. Et quand on va à l'hôpital, on a l'impression qu'elle est nulle part, en fait, qu'on s'en sert pas pour de vrai. Alors si, on s'en sert déjà pour de vrai, typiquement pour de la radiothérapie. Dans plus de la moitié des centres en France, il y a déjà de l'IA qui est utilisée pour préparer les traitements de radiothérapie avant de commencer véritablement le traitement. Donc c'est plus une science-fiction, c'est déjà de la réalité. Pour vous donner une idée, sans être exhaustif, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais l'IA, elle l'est et elle va être utilisée à toutes les étapes de la prise en charge d'un parcours de soins, on va dire, en oncologie, autant au niveau de l'épidémiologie et du dépistage. Mmh. Il y a un exemple qui est vraiment emblématique de l'interprétation de la mammographie automatique par de l'IA, avec une étude qui a été faite en Suède sur 80 000 patientes, au hasard entre deux médecins humains, donc, qui allaient lire la mammographie, comme on le fait pour le dépistage national en France aussi, versus un médecin plus une IA. Et on a montré que ça faisait aussi bien de faire médecin plus IA versus deux médecins, en 2 fois moins de temps. Ah Donc oui. voilà déjà ce genre de choses qu'on va voir arriver vraiment dans les années qui viennent. Donc déjà sur le dépistage, ensuite sur le diagnostic, c'est un énorme enjeu. Le diagnostic, on en a déjà un petit peu parlé, hein, avec l'anatomopathologie, c'est-à-dire l'analyse des biopsies. C'est un gros mot pour dire analyse sous microscope de biopsie. C'est déjà aussi en train d'être révolutionné par de l'IA. On a maintenant des IA qui sont capables de voir si oui ou non vous avez effectivement un cancer, mais qui vont un peu au-delà de ça, qui vont pouvoir vous déterminer quel type précisément moléculaire de cancer vous avez et quels sont vos biomarqueurs prédictifs de réponse ou non Oui, à c'est-à-dire certains qu'en traitements. fait, on est inégaux en termes de réponse au traitement aussi. Et Absolument. donc ça, l'IA pourra être beaucoup plus précis là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que finalement, chaque cancer est unique? Oui, ça c'est indéniable que chaque cancer est unique et que pour l'instant, la vision qu'on en a, c'est un peu comme sur une photo qui ne serait pas de très haute définition. On a l'impression qu'on la voit bien, mais si vous zoomez vraiment beaucoup, vous allez voir plein de pixels et vous n'allez rien comprendre à l'image. C'est ça. La définition qu'on a ou la compréhension qu'on a actuelle des cancers, c'est justement une image qui n'est pas en super HD. On a l'impression qu'on sait qu'il y a le cancer du poumon, le cancer du rein, etc. Mais en réalité, si vous regardez sur le plan moléculaire, on ne comprend pas encore très C'est très bien, ça. Ça se trouve, il y a des suffisamment bien la milliards de différence. cancers Ouais, différents. exactement. Et puis, j'imagine qu'en fonction de la génétique, de l'épigénétique, donc de tout, la génétique, c'est ce qui nous a été transmis. L'épigénétique, c'est ce qu'on va en faire, comment on se nourrit, Ouais, l'état de nos intestins, l'état de notre système immunitaire, les absolument. carences qu'on a. Tout ça, l'IA va pouvoir les mettre en exergue et proposer des thérapies ciblées aussi, j'imagine. Oui, alors l'IA, elle va pouvoir faire ça, mais elle va faire encore plus que ça. Pour le coup, c'est encore du domaine de la recherche, mais typiquement ce profilage très exhaustif que vous venez d'évoquer, Mhm. on peut imaginer qu'on le fasse sur des patients sains, c'est-à-dire qui n'ont pas de maladie, et qu'on puisse prédire leur risque ou pas de développer un cancer et potentiellement de corriger certaines anomalies de comportement ou biochimiques ou que sais-je à l'avance pour prévenir et empêcher l'arrivée du C'est-à-dire cancer. qu'on peut imaginer que dans un futur, quand le bébé arrive à la maternité, on puisse déterminer son type Alors, par rapport face à ce genre de maladie. Alors ça, c'est techniquement, je pense qu'on pourra le faire. Après, éthiquement, ça C'est pose ce que j'allais dire, ça énormément de pose quand même questions. beaucoup de questions. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Gattaca. Oui, Je qui pense nous que a tous pas mal de gens marqués. l'ont vu, ou qui pose ces questions-là par Mmh. rapport justement, on va dire, au Et qui profilage date pas d'hier qui et date pas d'hier, ouais, qui a une vingtaine qui d'années. était assez visionnaire quand Ouais, même. et ce qui est intéressant dans la question qu'il pose, la question qu'on doit se poser actuellement, c'est que où est-ce qu'on pose la limite entre prévenir l'apparition d'une maladie ou alors justement sélectionner des gens qui sont trop à risque ou au contraire, par exemple, améliorer les capacités, d'un futur enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien Et sûr. donc c'est très, très dur La de frontière est très la ténue, hein. frontière et il y a un très gros risque éthique là actuellement sur Bien cette, sûr. thématique-là, ouais. Mais de toute façon, les questions éthiques liées à l'IA, elles sont, infinies. Ouais. Moi, ce que je retiens de positif dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, forcément, par définition, un médecin, il a une subjectivité Mmh. et que l'IA va gommer cette subjectivité en étant totalement objective, si tant est que les données
C'est ça. mise par les hommes, donc Ouais. subjective, soit parfaite. Mais Alors, sur cette thématique-là, on va dire de la performance médicale pure, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que quand on fait de la médecine, il y a une part effectivement de performance technique qui est liée au savoir et aux connaissances et aux compétences. Cette part-là, effectivement, on peut imaginer qu'elle soit délégable en partie à une IA, puisque on en parle beaucoup. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'elles sont très performantes, évidemment, pour poser les diagnostics, etc. Donc ça, c'est une chose. Et sur cette partie-là, je pense pas qu'on puisse argumenter l'inverse. Mais la médecine, c'est pas que faire, entre guillemets, de la performance, entre guillemets, technique ou diagnostique. Il y a aussi une part beaucoup plus difficile à rendre, qui est la part humaine, l'empathie, etc. Et c'est pour ça que je dis souvent que les médecins, eh ben, ils doivent être meilleurs sur cette partie-là. Puisque de toute façon, sur la partie, on va dire, purement technique, on est presque déjà dépassé quelque part. c'est ça. Et donc, peut-être que si on est très optimiste, effectivement, ça laissera la place aux médecins de se former à des questions peut-être plus psy, des prises Peut-être en des charge choses plus holistiques. On parle plus beaucoup de médecine holistiques. Ouais. intégrative. Alors, il y a beaucoup de débats aussi sur ce que ça veut dire véritablement. Mais on peut imaginer qu'effectivement, on se ressente sur ce genre de choses-là. Et puis, un tout dernier point sur cette thématique de l'IA. Je reviens sur les études, par exemple, qui montrent qu'une IA seule ferait mieux qu'un médecin assisté par une IA. On a vu, hein, il y a au moins 2 études qui ont été relativement bien Ça, c'est faites, flippant quand même pour qui vous. sont un peu effectivement angoissantes, entre guillemets. Mais je veux mettre un petit bémol parce qu'en fait, évaluer les performances d'une IA toute seule, comme ça sur du papier, hein, c'est-à-dire dans des ordinateurs, pas dans un hôpital, pas dans la vraie vie, c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Et sans doute que lorsqu'on fait cette évaluation-là de la façon dont on l'a fait de nos jours, c'est assez biaisé. Donc le message que je veux dire, c'est que ne nous excitons pas non plus trop vite. Enfin, on a raison d'être enthousiaste, mais il ne faut pas non plus être naïf. On en est qu'au tout début de tout ça, et je pense qu'on va réaliser au fur et à mesure la difficulté qu'on va avoir à évaluer de la façon la plus objective C'est possible ça. le rôle de l'IA dans la médecine. ChatGPT, c'est un bon généraliste? Alors, c'est justement, la question, c'est ce que je viens de dire. En fait, il semblerait, sur les études qui sont faites maintenant depuis l'été 2023, donc il y en a sans doute des centaines, il y en a presque une qui sort toutes les semaines, que effectivement, ChatGPT ou enfin, toute IA générative, hein, donc il y a Gemini, il y a Grok, etc., soit très bon pour, par exemple, poser des diagnostics à partir de la description de symptômes. Il semblerait qu'effectivement, cette tendance soit en train de diminuer. Hein, le trafic de recherche Google lié à la santé est en train de baisser. Le trafic sur ChatGPT ou Gemini lié à la Augmente. santé augmente. Ça représente déjà 15 à 20% du nombre de requêtes. Donc Après, c'est il a un énorme. truc quand même, ChatGPT, c'est qu'il est très gentil. C'est Ouais, ce il que n'est pas je... expéditif. Oui, Donc, mais c'est à double tranchant une fois de plus parce que il est effectivement très gentil et c'est agréable parce qu'on peut lui poser plein de questions. tu On n'as peut pas de même raison de t'inquiéter à ce stade. Sauf que, en réalité, c'est plus compliqué que ça parce que, et d'ailleurs, ça commence à sortir un peu dans les papiers aussi, notamment aux États-Unis. Il est aussi ou trop flatteur, trop positif, et faire de la médecine, et notamment quand on fait l'interrogatoire, c'est la partie où on va chercher à aller dénicher, un peu comme une enquête quasiment, les symptômes ou les signes qui pourraient faire penser à telle ou telle maladie. Et ben en fait, ChatGPT, il est presque trop gentil pour le faire bien pour l'instant, parce qu'il C'est n'a pas ça. été fait pour faire ça. Ce qu'on observe clairement, c'est que les personnes qui savaient déjà bien se servir des outils digitaux, etc., Internet, etc., s'en servent bien. Ouais. Et ils en ont je crois, c'est ce qu'ils me disent, qu'ils en tirent un vrai bénéfice. Bon, à l'inverse, il y a aussi des patients qui clairement s'en servent pas bien. Là, pour le coup, j'ai un exemple en tête d'un patient qui a demandé à ChatGPT quel était le traitement qu'il devait avoir pour un cancer de la prostate. Je pense qu'il lui a pas donné toutes les caractéristiques qu'il faut donner pour De son guider les cancer précis stratégies à lui. exactement. Et ChatGPT lui a dit complètement n'importe quoi. Il en démordait plus. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment un gros problème. Et vous qui avez une vue, enfin un spectre quand même très très large et beaucoup de connaissances sur le sujet, comment vous imaginez le métier de radiologue, par exemple, dans 10 ans? Le de former métier des va radiologues. changer, Donc forcément. le métier a déjà changé, il va continuer à changer. Et là où c'est compliqué, là où ça peut être difficile, c'est qu'il faut que les médecins s'approprient ces outils-là, mais sans naïveté non plus. Garder une forme d'esprit critique, parce que il n'y a pas en fait une IA, hein, c'est un algorithme par tâche à peu près, hein, pour l'instant, bien que potentiellement dans les années qui viennent, on va avoir cette espèce de super IA capable de tout faire, mais c'est pas le cas encore. C'est Et dans donc, combien de temps?
Difficile à dire. Là, on est en 2025. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que fin 2025, début 2026, on aurait enfin ce qu'on appelle la singularité. Oui. La singularité, c'est le fait qu'une IA soit, entre guillemets, consciente d'elle-même et capable de s'auto-améliorer. Ce qui permettrait de faire une IA C'est capable ça. de tout faire. Plein de gens disaient ça. On est donc fin 2025, ça ne s'est pas passé. Donc, cette espèce d'IA omnipotente, omnisciente, elle n'est pas là. Elle reste encore du domaine de la science-fiction. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à la créer. Hein. On n'y est pas encore. Ceci dit, ça n'empêche pas que les outils qu'on a déjà sont parfois très, très puissants. Ouais. Oui, alors je voudrais, avant qu'on se quitte, rappeler vos bouquins. Alors moi, franchement, ce qui m'a passionnée donc c'est 2041, l'Odyssée de la médecine, c'est vous parlez de l'histoire des cancers. On a trouvé les premières traces de cancer chez les dinosaures. Ouais. Mais Donc, parce qu'ils mangeaient des conifères, c'est ça je l'hypothèse? pense qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Non, parce Hein. que moi, évidemment, en tant qu'hypocondriaque professeur, je me suis dit, alors attends, où est-ce que je mange des conifères? Est-ce que je mange des sirops de pain? Est-ce que je mange de la résine? Est-ce que... Probablement qu'en fait, le fait que ces dinosaures aient déjà des cancers, en plus, c'était des cancers, des sarcomes. Donc, C'est quoi les sarcomes? ce sont des maladies plutôt des tissus conjonctifs, c'est-à-dire les tissus de soutien. Ça souligne surtout que le cancer, c'est une maladie avant tout de l'ADN. Et donc, tant qu'il y a eu de la vie, tant qu'il y avait de l'ADN, il y avait des cancers. Donc, on entend souvent... En Égypte antique aussi. En Égypte antique, effectivement. Même si à l'époque, la seule notion que l'on avait dans les papyrus, etc., c'est que c'était des maladies incurables. Heureusement, on a fait plein de progrès depuis. Mais à l'époque, on n'identifiait pas vraiment, on ne savait pas si c'était qu'un cancer. Donc les mots, si vous voulez, n'avaient pas le même sens que nos jours. Et donc l'histoire du cancer qu'on peut retracer dans ce livre-là, elle est assez compliquée. Et même si aujourd'hui, on a l'impression que ce qu'on faisait il y a 50 ans, c'était ridicule et qu'on était nuls, probablement que dans 50 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, on trouvera ça aussi ridicule et nul. Oui, Donc en fait, ridicule. il y a une sorte il faut rester relativement humble par rapport à ce qu'on fait et par rapport à la compréhension de cette maladie très très complexe qu'on a actuellement. Écoutez, merci beaucoup, professeur Jean-Emmanuel Bibaud. Cancer confidentiel et 2041, l'Odyssée de la médecine, c'est chez Équateur pour les 2 bouquins. C'est absolument passionnant, tout comme notre échange. Merci Merci à vous. d'être venu dans Ex Vitro.